Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle session du Littérature Live Festival qui prendra la forme d'un dialogue, évidemment contraint par la situation que nous connaissons, c'est-à-dire un dialogue hybride, je crois que c'est comme ça qu'on dit, avec l'une des participantes qui n'est pas avec nous, qui est à distance et que nous voyons sur un écran vidéo. J'espère qu'elle nous voit aussi et qu'elle nous entend. C'est Déborah Lévy. Voilà, ça a l'air de marcher. Euh, Bienvenue. Et puis, je suis à Lyon depuis le théâtre de la Villa Gilet. Nous sommes installés avec Lydie Salvert. Le titre donné à cette rencontre, à ce dialogue et regard féminin, vaste question, et on a peu de temps pour l'aborder. Je pense qu'on va surtout s'employer je vais m'employer à vous donner la parole et à écouter les échos peut-être de votre travail. Déborah Lévy, vous, vous êtes une écrivaine qui a expérimenté différentes formes, différents registres. Vous avez écrit pour le théâtre, d'abord, chronologiquement, je crois. Vous avez écrit des romans, vous avez écrit de la poésie, vous avez écrit dans différents domaines. Et puis, en France, on a découvert votre travail à la faveur d'un projet qui tient une place particulière, qui est un projet d'ordre autobiographique dont vous allez nous parler, qui a paru, 2 des 3 volumes de ce projet ont paru en traduction, une traduction de Céline Leroy, aux éditions du Sous-sol. D'abord, Ce que je ne veux pas savoir, et puis Le coût de la vie. Le 3e est en cours de traduction, je crois. Et voilà. Et Lydie Salvert, vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages. Je ne vais pas les citer tous. Je pense à La puissance des mouches, avec lequel j'ai commencé à te lire. Et puis La compagnie des spectres. Et puis jusqu'à très récemment, Pas pleurer, qui a obtenu le prix Goncourt. Pas que des romans d'ailleurs, d'autres genres littéraires. Et l'actualité prochaine, ce sera la parution de 2 livres à la rentrée. Rêver debout, que j'ai la chance d'avoir déjà fabriqué, qui paraîtra au Seuil. Et puis un livre qui s'appelle Famille, qui paraîtra aux éditions Tristram. J'aimerais, Déborah Lévy, on va vous donner la parole parce que vous êtes loin. J'aimerais vous entendre d'abord pour être sûr que ça marche, pour être rassuré. Et j'aimerais vous entendre et j'aimerais peut-être vous donner l'occasion de nous expliquer quelle place tient cette trilogie, ces 3 livres dont nous n'en connaissons que 2 en France, par rapport au reste de votre œuvre. Vous avez parlé à propos de ces livres d'écriture autobiographique, mais d'écriture autobiographique vivante, c'est-à-dire en train de se faire, non pas des mémoires qu'on écrit quand on est très âgé, à la fin de sa vie, et qu'on veut consigner tout ça, mais bien plutôt une expérience d'écriture qui revient sur des périodes antérieures de votre vie. Mais qui s'écrit à un moment qui est un présent aussi, qui est pas n'importe quel moment, j'imagine, et dont on trouve une trace dans ces 2 volumes, dans ces 3 volumes, j'imagine. Oui, merci. Alors, il s'agit d'un mot fabriqué, une autobiographie du vivant. C'est un mot que j'ai inventé. Et cela suggère que ce n'est pas quelque chose qui est écrit avec une certaine nostalgie pour le passé. Au contraire, c'est écrit au présent. Et il s'agit d'expériences que j'ai sélectionnées très attentivement, des expériences de la vie de la protagoniste. Et il s'agit vraiment d'un sujet, d'un objet, une femme, plutôt un sujet, pas un objet, un sujet qui se promène dans le monde et afin d'ouvrir sa bouche, ses lèvres littéralement, pour parler librement de sa vie et pour parler de ses différentes expériences. Et donc,
Je suppose que pour la fiction que j'ai écrite, je mets un certain masque, une sorte de masque, et je cherche des avatars pour pouvoir présenter les politiques que j'ai envie d'explorer, les différents types de désirs que je peux avoir. Et dans cette autobiographie du vivant, je trouve une voix formelle, un autre masque, un autre artefact, et puis la narratrice, moi-même donc, mais pas tout à fait moi-même, parce qu'il s'agit d'une œuvre littéraire. Et ce n'est pas seulement ça, c'est une forme de mémoire également. Je ne sais pas si le mot mémoire est vraiment le terme que je devrais employer, mais bon. Oui, d'autant que le mot mémoire en anglais n'a pas la même signification que le mot mémoire en français. Ce genre littéraire qui est devenu important, mémoire en anglais, renvoie à des formes d'écriture autobiographique, alors qu'en français, il est un peu plus... c'est des mémoires au sens où, voilà, celle dont je parlais tout à l'heure, celle qu'on écrit quand on est très vieux, c'est pas vraiment la même chose. Lydie, quelle place a pu occuper ou occupe cette part autobiographique dont on travaille? J'ai pas dit tout à l'heure, j'aurais peut-être dû le préciser aussi, que tu es psychiatre et que tu l'as été, mais est-ce qu'on cesse vraiment de l'être, et que cette expérience professionnelle a joué, a nourri en grande part ton travail? Comme toutes nos expériences. Mais est-ce que je peux faire un détour avant de te répondre? Parce qu'on va rejoindre mon histoire, le Quichotte et le regard féminin. Tu as vu ça? Comme ça. Donc, il est à peu près acquis que le genre est une construction historique, sociale. On est tous à peu près d'accord là-dessus. Il est à peu près acquis que nos pensées nous sont souvent insufflées par le milieu social, notre appartenance sociale, etc., et qu'on est pensé souvent beaucoup plus qu'on ne pense. Bien, de la même manière, nos perceptions, c'est-à-dire ce que nous éprouvons de plus intime, nos perceptions sensorielles, elles sont elles aussi modelées, façonnées par la culture, la politique, etc., etc. Je te dis ça parce qu'il y a une chose qui m'a scié. Je lisais Baptiste Morisot, le philosophe, et il dit ceci: on va à la campagne pour trouver le silence. Eh bien, à la campagne, n'importe quel chemin de forêt est fait un barouf du diable. Il y a les insectes, les animaux, le bruit des feuilles, plein de choses, mais nos oreilles sont façonnées de telle sorte qu'on n'entend pas le silence. On ne le reconnaît pas. Le silence, pour nous, c'est les bagnoles, les klaxons, les gens qui s'engueulent, la foule, etc. Il en est de même du regard. Notre regard est façonné, modelé, qu'on le sache ou pas, par notre contexte social, politique, culturel, etc. C'est formidable. Mais pour en revenir au Quichotte, donc j'ai travaillé depuis 1 an sur Don Quichotte de la Manche. Et Don Quichotte de la Manche, il lit les romans chevaleresques. Dans les romans chevaleresques, le héros ne rencontre jamais le bas peuple. Il le voit depuis la tour de son château ou depuis la porte de son carrosse. Que fait Cervantes? Il rompt la porte, il rompt la vitre. Et ce Quichotte qui se consumait dans sa bibliothèque et dans ses livres va soudain être projeté dans le monde des paysans, des aubergistes, des putains, etc. Il va habiter le monde. Et je trouve qu'une des belles choses, c'est pour ça que j'en reviens au projet, une des belles choses de la littérature, entre autres, mais il y en a plein d'autres, c'est de parler de ces gens minuscules dont on ne parle jamais. Tu sais que c'est un peu mon dada, les minuscules dont Michon a écrit, sur lesquels Michon a écrit ce livre merveilleux qui fera date à jamais pour moi. Donc les marginaux, les exilés, mais pas en parler comme je vais vous montrer que je pense juste bien et que je vais défendre les pauvres parce que ça se vend bien. Ça m'énerve, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Mais parce qu'il y a parfois une espèce de nécessité à dire l'exil de ma mère, à dire la trajectoire d'un fou, à dire une adolescente, etc. etc. Je t'ai répondu. Oui, tu as commencé
de répondre. J'aimerais qu'on poursuive avec Déborah Lévy, parce qu'il y a une chose en commun, je trouve, peut-être, dans vos démarches, en tous les cas, celle qui est la vôtre, Déborah Lévy, qui a initié cette démarche de ce cycle-là de livres, et puis ce nouveau livre dont Lydie Salver vient de parler, c'est que vous, Déborah Lévy, vous avez choisi, d'ailleurs c'est dans le sous-titre du livre, de répondre à la question d'Orwell sur pourquoi j'écris. Et au fond, pour vous situer par rapport à l'acte d'écriture, Lydie Salver vient de nous apporter quelques éléments de réponse sur les raisons pour lesquelles elle écrit. Et vous avez voulu, de la même façon que Lydie Salver s'adresse à Cervantes dans ce livre, à coup de lettres, vous êtes adressé à George Orwell, Déborah Lévy. Alors, je parle à beaucoup de choses dans mon livre. Vous savez, c'est très intéressant d'entendre Lydie qui parle de son livre, parce que moi, je suis née en Afrique du Sud. Ou disons, mes parents plutôt ont une histoire politique qui remonte très très loin. Je suis née pendant la période de l'apartheid. Mon père a été prisonnier politique pendant les années d'apartheid, pendant la lutte afin de faire du pays une démocratie. Et nous sommes arrivés, lorsque j'avais 9 ans, en exil au Royaume-Uni. Et donc cette rupture, le fait que j'ai dû quitter mon pays de naissance et puis ce trajet très très long pour me rendre en Angleterre, dans ce pays étranger, c'est quelque chose qui a vraiment impacté toute mon œuvre. Je considère l'écriture comme une forme de terre d'accueil. On invite les étrangers à venir se mettre à table avec nous pour rompre le pain, pour boire le vin, pour échanger les idées, les sentiments, les pensées avec nous, ainsi que tout leur vécu. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, loin s'en faut. Le fait d'écrire, l'écriture, je ne le fais pas parce que je pense que c'est quelque chose qui est bon pour nous. Pour moi, c'est simplement quelque chose qui enrichit la vie, qui apporte plus de dimensions à la vie, à la mienne. Et donc, j'ai écrit ces 3 livres désormais. Et il s'agit de conversations intimes au sujet de tout un tas d'expériences. L'expérience, par exemple, de l'exil, l'expérience de la fin d'une relation, la fin d'un mariage, mais l'angle que j'utilise là-dessus, c'est plutôt lié à la tristesse, au deuil, cet amour qui disparaît, cet attachement que l'on a. Parce que quand on a été attaché émotionnellement à son pays natal, et puis quand s'est fait une vie dans un autre pays, on a des sentiments très très forts pour le nouveau pays par rapport au fait d'être attaché, et puis ensuite détaché, parfois détaché de force. On a eu à emballer tous ces vêtements, ces jouets, ces livres, à les mettre dans une valise. On les a vus hisser du bateau sur lequel on est arrivé dans un nouveau pays. On les a vus être mis dans un coffre et on s'est posé la question, est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais supporter? Et donc, ces livres, vraiment, vraiment, ont à voir avec l'esprit, le cerveau féminin, qui s'interroge, qui réfléchit par rapport à tout un ensemble de problèmes, qui pense à des turbulences et qui invite à table également bon nombre d'autres personnages avec leur personnalité, qui ont quelque chose à proposer, à offrir vis-à-vis de ces expériences. Et je pense que lorsque vous avez parlé de George Orwell, vous avez entièrement raison, parce que le tout premier livre, Ce que je ne veux pas savoir, ce livre-là, j'ai pris George Orwell, qui est un écrivain politique, et en 1946, il a écrit une dissertation très courte qui s'intitule « Pourquoi j'écris » « Why I Write » en anglais, et il avait quatre titres afin de résumer ses propres motivations, le pourquoi de ses écrits, le but politique, également le fait qu'il était poussé politiquement, l'enthousiasme esthétique et puis l'égoïsme pur et dur. J'ai trouvé ça formidable. Il a écrit cela en 1946 et je me suis dit, waouh, ça marche au XXIe siècle. Et donc je me suis dit, allez, moi je vais nettoyer un peu tout ça et je vais en parler du point de vue féminin. Et donc c'était quelque part l'écriture d'Orwell.
chose surprenante qui m'a vraiment poussée à écrire ces livres autobiographiques, à rentrer dans ce projet. C'était un peu, je me suis dit, il faut oser, parce que les gens qui écrivent des autobiographies, ce sont des drogués, des gens qui ont eu des vies très, très intéressantes, des personnes très connues. Moi, j'ai une vie très ennuyeuse, donc je me suis dit, mais comment est-ce que je pourrais faire en sorte que ce qui m'intéresse moins dans ma vie banale soit intéressante pour mes lecteurs? Et c'était ça mon projet. Alors, l'autobiographie de drogué, ce sera pour la session d'après avec Will Self, puisque c'est précisément le sujet de son livre Will. Lydie Salver, comment tu réagis à ce que vient de dire Déborah Lévy? Il y a deux choses qui me semblent intéressantes à poursuivre. D'une part, la question d'intime. La question de la socialisation politique et de l'exil, parce que bon, tu es né en France, mais tu es né en France de parents exilés, de républicains espagnols. Alors, là aussi, ça peut faire un écho à Orwell, d'ailleurs, mais bien sûr. Et l'hommage à la Catalogne. Mais bien sûr. Mais donc triplement exilés, parce qu'ils sont exilés par la langue. Ils disent pas un mot de français quand ils arrivent. Je vais pas faire pleurer Margot, mais je vais aller vite. Mais ils sont exilés géographiquement, ils sont exilés socialement parce que mon père est ouvrier dans le bâtiment. Donc pauvre et habitant dans un HLM où je suis née. Mais à propos de l'intime, j'ai une position un peu contradictoire. À la fois, je me dis que toute écriture est intime, avec des masques plus ou moins opaques et des mensonges plus ou moins forts. Et à la fois, ça me fout la trouille de parler de l'intime. Tu te souviens du livre de Richard Sennett sur les tyrannies de l'intimité? Combien on a un appétit aujourd'hui de l'intime des autres, combien on l'étale. Je l'ai eu fait, hein, c'est pour ça que j'en parle. Combien on prend des selfies toutes les 5 minutes et combien ça risque d'être un exercice narcissique. C'est ça qui est très compliqué quand on parle de l'intime. C'est-à-dire qu'il faut trouver un espace entre l'espace privé et l'espace intime. Et moi, quand je l'ai fait avec Marcher jusqu'au soir, j'ai écrit Marcher jusqu'au soir, j'avais plus de 70 ans, et je me suis mise à parler d'une chose que je taisais depuis 70 ans. Enfin, c'est que mon père a fait un délire paranoïaque et a été interné, qu'on a vécu avec lui comme s'il était bien, comme tout, dans une terreur qui nous semblait normale, et que quand il a été interné, on a pu voir qu'il était malade. Et j'arrivais pas à en parler. Et alors pourquoi on est poussé à un moment à dire l'intime comme une nécessité, et en même tout en se disant étaler ses tripes, en quoi ça concerne l'autre? On ne le sait pas toujours. Et même si c'est délectable pour certains. Qu'est-ce qui fait que soudain, Déborah, moi, ayons eu envie enfin plus qu'envie, c'est presque, je me suis pas dit, je vais faire un machin à tirer des larmes sur ma mère exilée, impensable. Il a fallu qu'elle meure d'ailleurs pour que je l'écrive et mon père aussi. Et bien sûr qu'écrire, c'est pas écrire des personnages conceptuels et illustrer une belle théorie qui plaît au monde avec les méchants, les gentils, et nous on donne des gages qu'on pense bien. Mais à un moment, pourquoi cette nécessité de dire cette chose? Et je crois que c'est le titre Déborah, c'est je ne veux pas savoir. Voilà. Pourquoi un jour, ce qu'on ne veut pas savoir, ce qu'on tait, ce qu'on a mis au placard avec des tonnes de béton pour pas que ça sorte, comment un jour ça fait irruption, mais et comment on le convertit en littérature, parce que si on étale son truc, ça n'intéresse personne. Comment? Déborah Lévy, j'imagine que ce qui rend possible, c'est ce par quoi Lydie Salver vient de terminer, c'est-à-dire ce qui rend possible la présence de l'intime dans un livre qui va être public, c'est le fait de faire un travail littéraire et de trouver une voie ou de trouver une forme
c'est flagrant à la lecture de vos 2 volumes. On sent que ce sont des livres assez brefs, mais extraordinairement denses. Et on a le sentiment, je ne sais pas si c'est le cas, que cette forme, vous avez probablement mis longtemps à la trouver. Que peut-être elle a surgi vite une fois que vous l'avez trouvée, mais que c'est le fruit d'un long processus. Merci beaucoup pour votre question. Alors, personnellement, je ne suis pas du tout intéressée par le fait de déverser mes tripes sur la page. Et de parler de chaque problème que j'ai. Ce n'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse, absolument pas. J'aimerais poser la question, Lydie, c'est une question que je vous pose directement. A priori, vous avez suivi une formation en tant que psychiatre. Je voudrais savoir comment est-ce que vous impliquez, vous apportez les valeurs de ce que vous avez appris, de toute la partie inconsciente des personnages que vous créez, des psychologies qui vous intéressent, parce que nous avons la réalité d'un côté et puis nous avons la vie intérieure aussi, la vie inconsciente qui peut très souvent être une vie. C'est très souvent la vie la plus intéressante parce que lorsque nous nous couchons la nuit, par exemple, nous sommes allongés dans le noir et nous pensons les pensées que nous pensons réellement, simplement parce que nous sommes seuls et parce que nous n'avons pas besoin de performer pour les autres. Donc, ma question est, quel genre de valeur donnez-vous à ce genre de vie inconsciente, subconsciente dans vos livres si intéressants? Moi, j'ai l'impression que je comprends ce que j'ai fait quand je le comprends, souvent après. C'est quelque chose qui est venu, qui m'a dépassé. Parfois, je le comprends, parfois, je ne le comprends pas. Parfois, je ne le comprends pas, mais Sylvain, dans sa revue et ses journaux, me l'explique. Non, je plaisante là. Hein. Moque-toi. Il est critique littéraire, Sylvain. Il est critique littéraire, Déborah, Sylvain. C'est pour ça que je le chambre un peu. Et parce qu'on se connaît depuis longtemps aussi. Oui, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Alors, quelle part à l'inconscient, ouais, c'est... Précisément, on n'en sait rien. Enfin, il y a quelque chose qui s'écrit pour dire une banalité monstrueuse. Déborah ? Mais je veux dire, comment est-ce que vous le mettez dans vos livres, c'est-à-dire en tant que psychiatre, comment est-ce que vous utilisez cette compétence, ce savoir-faire que vous avez en tant que psychiatre dans vos livres? Quelle dimension supplémentaire est-ce que cela peut conférer à votre écriture? Il doit y avoir quelque chose de formidable, quelque chose de particulier, non? Je disais tout à l'heure que, Lydie, tu vas publier un autre livre, pas seulement celui sur le Quichotte, mais donc un autre livre à la rentrée chez Tristram. Et c'est un livre qui est plus directement peut-être lié à cette expérience. Ça peut être une manière de répondre. Probablement. J'ai été, pour vous répondre, Déborah, et parler aux autres en même temps, c'est un exercice un peu compliqué. J'ai travaillé dans une clinique. Je travaillais dans une clinique à Bouc-Bel-Air comme médecin résident pendant 2-3 ans. Et ce qui fait que je vivais, j'avais ma chambre à côté de celle des fous. Je mangeais avec eux, j'allais à la cafette avec eux, etc. Et j'ai eu une histoire d'amitié avec un mathématicien qui s'appelait Gérard Bell, qui était sur Mars. Il était sur Mars. Et il s'était pris d'amour pour moi et il m'était infiniment touchant. Il m'appelait sa chérie, il me protégeait de toutes les ondes maléfiques. Et je me souviendrai toute ma vie de ça. Un soir, on regarde la télévision, un film d'un Italien sur Jésus-Christ, et tous les fous disaient « c'est moi ». Et déjà, c'était impressionnant. Et Gérard Bell, mon fiancé mathématicien qui était sur Mars, me dit « je vais m'asseoir à côté de toi ». Mais je lui dis, prends une chaise. Il n'y avait pas de chaise. Et c'était des chaises comme ça, sans les rebords. Et pendant tout le film, il a posé 1/10 de sa fesse gauche. Et il est resté tout le temps du film. Et je dis, c'est le geste d'amour le plus grand qu'on ne m'ait jamais donné.
Je plaisante un peu là-dessus. Mais, et donc, Famille, le livre qui se publie chez Tristram, là, je donne la parole à un schizophrène avec une mère monstrueuse, parce que les mères parfois sont monstrueuses, parfois. Et donc, enfin, je ne vais pas le raconter. Et quand tu dis tu donnes la parole, c'est-à-dire ben, il dit ces choses, il dit ces choses. Il est avec sa mère dans le salon et il dit toute sa souffrance à ne pas être, à se sentir dissous, etc. Toutes ces choses que disent les psychotiques, à ne pas savoir quel est son nom, qui il est. Et sa mère, pendant ce temps, regarde une série télévisée et s'intéresse à la robe de Jessica, son décolleté, en disant chic et tout ça. Donc une espèce d'incommunication. Enfin, je jouais là-dessus. Bon, je déteste en plus raconter les livres et qu'on me les raconte. Et voilà que je tombe dans ce piège. Mais donc, ce sont des expériences. J'ai jamais cherché, vraiment jamais cherché, Déborah, à reproduire, sauf dans ce texte où je me suis inspirée de la parole des schizophrènes, ce que j'entendais. Mais évidemment, ça m'a traversée. Évidemment, et notamment les mères qui venaient à la consultation quand j'étais pédopsie, les mères sans emploi, et la solitude et la tristesse des mères de famille à Bagnolet, quand elles venaient m'amener leur môme. Je crois que ça m'a encore plus, mais peut-être ça rejoint ce souci dont je te parlais des sans-voix, des sans-nom, des muets, tout ça. C'était tout le jour. Ces mères comme ça, qui étaient là, malheureuses, sans le savoir peut-être, etc. C'est une expérience de... Et Déborah Lévy, comment vous faites, parce que ces textes, même ces textes autobiographiques, ne sont pas que des textes qui reposent sur des expériences dans lesquelles vous êtes au centre. Par exemple, je pense à une scène où vous ne faites qu'écouter une conversation entre deux personnes et qui est l'occasion pour vous de comprendre des choses qui vous concernent vous, mais en l'occurrence, les personnages principaux, ce sont des gens que vous ne connaissez pas, qui sont au restaurant à côté de vous. C'est comme ça que vous travaillez comme écrivaine, à l'oreille, dans des environnements qui peuvent être le café alentour, ou le bus. Oui, parfois ça peut très bien être un bus. Je pense que ce à quoi vous faites référence, c'est dans mon livre Le coût de la vie, il y a une jeune femme, il me semble qu'elle a 19 ans, et elle est invitée. Elle est invitée par un homme de 40 ans. Cet homme l'invite à le rejoindre à sa table. Et elle ne sait pas si elle en a envie, mais elle prend son courage à ses deux mains et elle va le rejoindre. C'est lui qui parle, et puis tout d'un coup, elle l'interrompt. Et c'est elle qui commence ensuite à parler. Elle entame une conversation avec lui, et sa conversation est assez intense, est assez bizarre. Elle lui raconte une histoire. Elle lui raconte une histoire où elle plonge dans la mer, le ciel est bleu, la météo est très calme, et lorsqu'elle refait surface, il y a un orage. Et cet homme est là, et il n'aime pas être en face de cette fille qui cause. Il dit « J'aime pas, tu causes beaucoup. » Et là où je veux en venir, je vais vous lire. C'est marqué. Ce n'était pas suffisamment facile de lui communiquer que cet homme qui était bien plus âgé qu'elle, que le monde était son monde à elle aussi. Cet homme, il avait pris un risque quand il l'avait invité à le joindre à sa table. Après tout, elle est arrivée avec sa vie entière. Elle avait, elle aussi, un libido. Ça ne lui était absolument pas venu à l'idée qu'elle, peut-être, qu'elle n'allait pas forcément considérer qu'elle était le protagoniste secondaire et lui, le protagoniste principal. Dans ce sens, elle avait décidé de bouger la hiérarchie sociale, elle avait décidé de casser par rapport au rituel habituel. Voilà, ça c'est le début d'un débat dans le livre Le coût de la vie, un débat sur les personnages principaux et les personnages secondaires.
Parce que pour moi, la société décide souvent qui est le personnage principal, qui est le personnage principal secondaire. Et dans mes livres, ce sont souvent les personnages secondaires qui deviennent les personnages principaux. Parce qu'à un moment donné, ils ont envie d'exprimer qu'ils ont des besoins, des désirs, un libido. Et ainsi, ces personnages secondaires sont là pour taper du poing sur la table et pour montrer qu'ils existent. C'est ça ma façon de travailler. Et puis Lydie a parlé des mères qu'elle a pu rencontrer lorsqu'elle a travaillé comme psychiatre. Ces histoires sont tellement intéressantes. Et dans mon roman Swimming Home, qui sera publié au mois de septembre, une jeune femme très très fragile arrive, elle n'est pas invitée, mais elle arrive à un lieu de vacances d'une famille très très bourgeoise. Elle débarque avec son poème et elle veut que quelqu'un lise son poème. A priori, c'est ça qu'elle souhaite. Simplement parce que le personnage principal, l'homme, est un poète très connu. Il est né en Pologne et il est arrivé au Royaume-Uni lorsqu'il avait 4 ans. Donc, dans mes livres, mes personnages sont toujours des personnes qui viennent un peu de tel endroit et un peu d'un autre endroit. Et à ce moment-là, j'ai dû me poser la question, est-ce que je vais écrire le poème qu'elle veut que cet homme lise? Elle le veut désespérément, parce qu'à ce moment-là, il va falloir que ce poème soit formidable. Et puis je me suis dit, non, finalement, non. Je vais simplement coucher 3 lignes, 3 phrases sur le papier. Ma mère dit que je suis le seul bijou dans sa couronne. Mais maintenant, je l'ai fatiguée avec tous mes etc. Et donc maintenant, elle marche avec des cannes. Et ainsi, la tâche, le travail du livre est d'essayer de savoir à quoi correspondent ces etc. Et ça aussi, c'est ma façon d'écrire. Je suis bien plus intéressée par ce que les gens ne disent pas, parce que nous trouvons, lorsque nous creusons un petit peu, toutes ces choses que nous avons du mal à expliquer, tout ce qui nous fait honte, tous les mots qu'on n'ose pas prononcer. Donc c'est toujours l'etc. Qui m'intéresse. Et tout le livre parle de ce qui est contenu dans cet etc. Donc c'est une réponse un petit peu longue, mais je voudrais simplement dire que ça change d'un livre à l'autre. Je me rends compte que j'essaie toujours de trouver de la poésie dans la vie de tous les jours. C'est ça ma quête. Et j'essaie de faire en sorte que les personnes qui sont des personnages mineurs, j'essaie de faire en sorte qu'ils aient une vie intérieure forte et éblouissante, en plus de leur vie au quotidien où ils vont acheter des œufs dans les magasins. Lydie Salver, ces personnages mineurs, ces personnages secondaires qu'il s'agit de remettre au premier plan, ça fait écho à ce que disait Déborah Lévy tout à l'heure sur la réponse ou la manière de compléter la réponse d'Orwell du point de vue d'une femme au XXIe siècle, c'est-à-dire à une époque différente et du point de vue d'un genre aussi construit soit-il différent. Toi, tu as ajouté à ça la prise en compte des gens... Aussi, mais déboulonner les assignations, faire que les rapports de dissymétrie, aussi dans le cinéma hollywoodien, c'est Iris Bray ou Bay Iris Bray. Bray qui dit ça. Humphrey Bogart, il renverse de force la fille qu'il convoite. Évidemment, elle cède aussitôt, pâmée, évidemment. Et, si bien que ce qu'on peut déduire, c'est que la domination est désirable. Et s'il y avait une vertu au regard féminin, ce serait de faire que ce désir ne se manifeste pas dans une dissymétrie des pouvoirs, mais dans un partage, dans une égalité, etc. Et puis se soustraire à tous les sens tout faits. Hier, on regardait avec la conservatrice du Musée des Beaux-Arts de Lyon le portrait de Katia fait par Matisse. Et le portrait d'une femme dans la conception classique, c'est une femme fragile, vulnérable, langoureuse si possible, objet érotique évidemment, abandonnée, etc. Que fait Matisse? Il fait une femme dressée, robuste, des bras comaques,
un coup comme ça, majestueuse, c'est-à-dire qu'il renverse complètement le stéréotype féminin et il dit il y a une grâce aussi chez les femmes à être robustes et à être fortes. Et ce désengage des stéréotypes, des sens qu'il faut absolument, etc. La peinture nous l'apprend. Matisse disait il faut apprendre à voir. Et apprendre à voir, c'est désapprendre. C'est se soustraire aux images dont on nous bassine. Et on pourrait dire un peu la même chose de la littérature. C'est apprendre à voir ce qui ne s'entend pas, ces rapports renverser ces rapports dissymétriques de pouvoir et toutes ces choses. Mais là, Non, mais on arrive bientôt au terme, hélas, de cet échange, mais je voudrais entendre Déborah Lévy sur cette question-là. C'est-à-dire qu'en fait, si je comprends bien ce que tu dis, Lydie, ça veut dire qu'il faut voir deux choses. Il faut être capable de voir les clichés, de voir les représentations dominantes pour ne pas être dupe, et être capable de garder une acuité à son regard qui permet de substituer à ces clichés des regards autres, et pluriels et variés. Oui, Déborah Lévy. Et multiplier le monde, évidemment, elle disait ça, Déborah, tout à l'heure. Multiplier le monde, les mondes. Oui, il faut pléthore de dimensions, je trouve, en littérature. Ça, je suis absolument d'accord. Vous avez raison. Oui. Alors, il me semble, j'ai l'impression que l'écriture est quelque chose de très brutal. Pourquoi? Parce que nous pouvons être intéressants si nous avons une façon intéressante de regarder les choses. Il faut savoir pourquoi on regarde les choses. Et il faut voir là où on porte notre attention. Par exemple, je considère qu'on peut avoir des politiques admirables, on peut avoir lu 25 000 livres très savants, mais je pense que lorsqu'on lit, si on n'est pas intéressé par les pensées qu'ont l'écrivain en tête, on s'en fout royalement. Moi, par exemple, je me fiche royalement de savoir si quelqu'un est très intelligent, très futé ou pas, ou si quelqu'un est très correct sur le plan politique. Moi, si je ne suis pas intéressée par sa façon de penser, je pose le livre. Donc moi, mon projet, je pense en tant qu'écrivain, est de chercher à ouvrir l'esprit, à prendre les paradoxes, les contradictions, les frustrations et toutes les choses fragiles et le pouvoir immense d'essayer de tout capter, de tout mélanger ensemble dans le même moment. Et dans le coût de la vie, moi, je suis surtout intéressée. Ce que je veux faire, c'est rendre la subjectivité aux femmes. Souvent, on les perçoit comme étant des objets. Donc ici, mes livres sont bien plus intelligentes, plus malignes que moi. Je préfère que ce soit comme ça plutôt que le contraire. Ce serait affreux si un écrivain était bien plus futé, plus intelligent que ses livres, et si les livres étaient plus idiots que l'écrivain. Et j'ose espérer que mes livres sont plus intelligents que moi je ne le suis. Alors, moi, je ne connaissais pas beaucoup de femmes qui avaient envie de donner vie au fantôme de la fémininité. Quid de ce fantôme? Ce fantôme, c'était une illusion. C'est quelque chose de délusionnel, c'est une hallucination que l'on a en société. Le elle, c'est un personnage qui est très, très difficile à mettre sur scène. Et c'est un rôle qui nécessite des sacrifices, qui nécessite qu'on sourit toujours, même si on n'a pas envie. Et c'est cela qui a rendu les femmes folles. Ça, ce n'est pas une histoire que j'avais envie d'entendre de nouveau. Et donc, ce n'est pas l'histoire que je raconte. Lydie, peut-être pour terminer... Non, mais peut-être, mais je ne sais pas, dire simplement, puisqu'on termine, qu'il y a des regards féminins, qu'il y a le regard de Jelinek, satirique, méchant, etc., le regard de Joyce Orman sur la Fourlière, nos penseuses, Geneviève Fraisse, etc. Il y a le regard féminin des hommes. Il y a Bernanos, avec la nouvelle histoire de Mouchette, qui est un livre d'une féminité absolue. Il y a Ibsen, La maison de poupée. Je voulais le dire aussi
hein, que le regard féminin échappe au genre, hein, en tout cas tel qu'on l'idéalise. Hein. Voilà, il y a et ce qui est encore plus beau, c'est de dire qu'il y a des regards féminins, autant qu'il y a sûrement d'écrivaines, et que chaque écrivaine est aussi un monde, qu'elle est Woolf, elle est un homme, une femme, un trans, un chien, et que on peut passagèrement habiter l'âme d'un chien, etc. Oui, c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard, mais non, je terminerai juste en disant que si je t'ai bien écouté aussi au début, c'est qu'il y a des assignations multiples à déconstruire, et pas celle du genre, bien entendu, mais aussi d'autres de catégories sociales, et que là aussi, il faut être intersectionnel pour y parvenir, non ? Oui, absolument. Merci Déborah Lévy, merci Lydie Salaire, merci beaucoup. Merci.